Catastrophe de Courrières en mars 1906, 1099 morts. Séisme de Lambesc dans le sud de la France en juin 1909, 46 morts. Éboulement de Roquebillière en novembre 1926, 28 morts. Inondation dans le bassin du Tarn en mars 1930, 700 morts. Catastrophe de Fourvière en novembre 1930, 40 morts. Inondation d'Égat en octobre 40, 350 morts. Incendie de la forêt des Landes en août 1949, 82 morts. Rupture du barrage de Malpasset en décembre 59, 423 morts. Catastrophe du plateau d'Assy en avril 70, 71 morts. Incendie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont en novembre 70, 146 morts. Effondrement du tunnel de Vierzy en juin 72, 108 morts. Tempête de février 90, 81 morts. Inondation dans le Vaucluse en septembre 92, 46 morts. Tempête Xynthia en février 2010, 53 morts. Inondation dans le Var depuis 2010, 54 morts. Depuis 2018, on a vu une augmentation du nombre et de la fréquence des catastrophes naturelles, tempêtes, cyclones, inondations, vagues de sécheresse, vagues de froid. Environ 6 millions de personnes ont été affectées par ces catastrophes. Leur fréquence et leur gravité ont nettement augmenté ces dernières années en raison du changement climatique. Plus de 226 millions de personnes sont touchées chaque année par des catastrophes. Plus de 680 000 personnes sont mortes dans des tremblements de terre entre les années 2000 et 2010, principalement en raison de constructions de mauvaise qualité. Depuis 1981, les sécheresses et les famines qui ont suivi ont touché plus de 1,6 milliard de personnes. Les cyclones, ouragans, typhons touchent 37 millions de personnes. Il faut garder à l'esprit que tous ces événements ne sont que des phénomènes naturels, qui ne deviennent des catastrophes seulement quand les gens ne sont pas préparés ou n'ont pas les capacités à faire face aux risques. On peut l'illustrer par la formule suivante: risque de catastrophe égale risque naturel fois vulnérabilité sur la capacité du système sociétal. Lovés comme nous sommes dans notre petit nid douillet et confortable du XXIe siècle, nous sommes très loin de penser qu'une catastrophe ou un cataclysme puisse balayer notre vie en peu de temps et nous renvoyer en Moyen-Âge encore plus vite. Aujourd'hui, dès qu'on quitte notre zone de confort, nous avons une multitude de technologies et de petits gadgets pour retrouver notre sécurité tant appréciée. Le téléphone pour appeler un ami ou un membre de la famille, appuyer sur un bouton pour s'éclairer, monter le chauffage, faire couler de l'eau chaude. Malheureusement, sans y être préparé, les chances de survie à une catastrophe ou à une simple rupture de la normalité relèvent du défi pour les personnes qui se laisseraient surprendre et ne seraient pas préparées à survivre en mode dégradé. Tout d'abord, sachez qu'on ne choisit pas de passer en mode survie. En général, on le subit, en excluant la partie anticipation et préparation, où l'on va se créer un scénario catastrophe pour soi ou tout simplement effectuer un petit bivouac en forêt pour driller des gestes de base, comme la préparation d'un feu, la mise en place d'un abri en tarpe ou la collecte de l'eau. Lorsqu'on se retrouve en situation de survie, suivant la rapidité de l'événement et le temps de réaction laissé par cet imprévu, le plus souvent, un passage en mode survie se fait à l'arrache, alors qu'on est sur son canapé, devant la télé, au lit, ou au travail en pleine journée, ou même en week-end dans la famille. Dans notre pays, lorsque des événements de grande ampleur tels les inondations ou les tremblements de terre arrivent, les secours sont généralement à pied d'œuvre assez rapidement. Mais dans les premiers temps suivant la catastrophe, votre préparation et vos capacités de réaction feront toute la différence pour réduire l'impact de cette catastrophe ou améliorer vos conditions de survie. Mais comment définir le sens du mot survie? Une rupture de barrage à 5 km de la maison, ou une panne de voiture en rase campagne, une entorse lors d'une balade en forêt. Autant de situations qui peuvent tourner à la catastrophe si vous n'avez rien prévu pour vous sortir d'une situation qui peut vite devenir impossible à gérer si vous n'êtes pas préparé.
Par contre, attention à la différence entre être prêt et se croire prêt. On a toujours trop tendance à surestimer sa force et à faire confiance à la capacité d'entraide de chacun pour résoudre une crise. Et les films catastrophes d'Hollywood, aussi bien que les chaînes d'infos en continu, tendent à fausser nos analyses concernant les événements graves qui peuvent survenir à tout moment. Se préparer, c'est le maître mot. Et se préparer, ça signifie pas seulement faire son bob avec toute une liste de matériel acheté sur des sites spécial survie et jeté dans le sac pour le moment où on en aurait peut-être besoin. Se préparer, c'est déjà analyser sa situation géographique et sociale. Pour anticiper tel ou tel type de catastrophe, il faut déjà savoir quels sont les risques encourus suivant la région où vous vous trouvez. Effectivement, si vous habitez sur la côte atlantique ou en Haute-Savoie, vous serez beaucoup moins enclin à subir une inondation qu'un glissement de terrain, et inversement. Pour ça, vous trouverez toutes les informations nécessaires auprès de votre mairie ou sur le site du gouvernement georisque.gouv.fr. Sur ce site, vous trouverez tous les risques majeurs naturels et technologiques qui sont recensés sur votre commune, mais aussi un historique des événements qui se sont déjà produits. Créez-vous des petits scénarios en famille et réfléchissez à ce qui serait judicieux ou non de faire si un dégât ou une catastrophe arrivait. Et s'il est nécessaire d'évacuer le domicile dès que la ville entière se retrouve dans le noir, est-ce qu'il faut tout de suite condamner portes et fenêtres parce qu'il y a 3 cm d'eau dans le jardin? En vous posant toutes ces questions sous forme de scénarios, échelonnez les probabilités et la gravité de la catastrophe. Sur des échelles de 0 à 5 par exemple, estimez une probabilité infime, faible, probable ou certaine d'inondation par exemple, et ainsi que son niveau de gravité, sans problème, avec blessure légère, traumatisme ou décès. Faites de même pour les différents scénarios en relation avec les différents risques majeurs, naturels ou technologiques de votre région. Ce que je vous conseille également, c'est de vous faire un tableau de décision sous forme de logigramme, avec des losanges et tout ça, basé sur des questions uniquement avec des réponses oui ou non, afin de vous amener à prendre les meilleures décisions quand le moment sera venu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, avec le kit de survie que vous devez avoir en permanence chez vous et qui vous permettra de passer de l'état de victime de catastrophe à celui de survivant. Et vous allez voir que des petits plus font toute la différence. Donc dans un premier temps, le point le plus important se trouve être l'eau. Lors d'une catastrophe, vous avez besoin d'eau pour vous hydrater, pour vous laver, pour cuisiner ou pour laver votre linge. Le problème, c'est qu'en ville, vous êtes certainement desservi en eau par une source municipale. L'électricité est nécessaire pour acheminer cette eau chez vous. Pas d'électricité, pas d'eau. Celle des réservoirs et châteaux d'eau peut se trouver contaminée, et si elle vient des nappes phréatiques, il est possible que votre pompe soit en panne ou votre puits à sec. Donc dans un premier temps, il faut identifier en principal les risques auxquels votre système d'alimentation en eau est exposé pour essayer de les réduire. Stocker le plus possible d'eau sans attendre et chercher de l'eau partout où vous le pouvez. Alors si vous êtes en maison, dans votre jardin par exemple, il est facile de trouver de l'eau dans vos gouttières, vos systèmes d'arrosage, les pots de fleurs, la piscine même par exemple. La rosée du matin sur la pelouse peut aussi être récupérée ainsi que l'eau de pluie. Attention par contre à la potabilité de votre eau et n'hésitez pas à la faire bouillir avant de la consommer. Si vous êtes en appartement, cherchez de l'eau dans vos chasses d'eau qui peuvent contenir souvent jusqu'à 10 litres. Vos ballons d'eau chaude, radiateurs, fer à repasser. Alors là aussi, attention à l'utilisation de l'eau déminéralisée qui est impropre à la consommation. Dans le frigo, la glace du freezer également. Après, sinon, dans la rue, à l'extérieur, les premiers points d'eau trouvables facilement sont situés dans les parcs et dans les jardins publics. Au niveau des cimetières, des églises de quartier aussi qui en disposent toujours, des fontaines et les bassins. Ensuite, concernant l'alimentation, alors viande, légumes féculents, produits laitiers, sucre, farine, pensez au mode de conservation pour tous ces aliments-là. La meilleure conservation se fait dans des endroits secs et ventilés, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Attention aux rongeurs. L'idéal, c'est une pièce qui ne dépasse pas les 20 degrés et qui est protégée du gel. Si vous n'avez accès à aucun stock de nourriture, vous pouvez vous mettre à la chasse.
nos villes regorgent d'animaux en tout genre, faciles à attraper. Pigeons, canards des jardins publics, lapins en bordure de route, insectes, rats et autres animaux sauvages, blaireaux, écureuils. Vous pouvez aussi, suivant le mélange que vous vous êtes fait de politiquement correct, volonté de survie, vous rabattre sur les chats et chiens de quartier. Je ferai d'autres vidéos sur comment chasser tous ces animaux et également sur la cueillette de plantes, ce qui serait trop long à expliquer dans cette vidéo-là. Ensuite, concernant l'abri, si vous êtes resté chez vous pendant la catastrophe, pensez tout de suite à évaluer les dégâts pour éviter le suraccident. Si par exemple vous avez eu un tremblement de terre, faire attention aux répliques qui peuvent venir par la suite. Du coup, pensez à évaluer ces dégâts et si besoin est, de prendre la décision de quitter votre domicile, s'il est devenu inhabitable ou dangereux pour vous ou votre famille. Le plus simple, c'est de chercher un logement dans votre quartier. La catastrophe aura sûrement vidé des habitations encore viables, tout du moins provisoirement. Si vous ne trouvez pas de logement rapidement, reportez-vous sur le mobilier urbain, offrant des possibilités de confort, d'isolation et de sécurité. Un vieux bâtiment industriel abandonné, par exemple, une structure technique, ou même un local technique dans les égouts, vous offriront un toit et un début de sécurité où vous pourrez vous abriter et vous cacher. Pensez aux vêtements et matériels aussi. Choisissez des matières qui sèchent vite ou de la laine pour contrôler la chaleur et l'humidité et habillez-vous avec des couches superposées pour plus de flexibilité et de confort. Allez, chapitre du feu. Évidemment, si vous vous retrouvez sans électricité et sans eau, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas non plus vous chauffer, manger chaud, bouillir votre eau pour la purifier ou tout simplement vous réconforter. En milieu urbain, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver les matériaux nécessaires pour la fabrication d'un feu. Pour commencer, prenez le temps pour trouver les bons matériaux et allume-feu. Chez vous, vous trouverez facilement de l'essence, de l'alcool, des batteries, comme des piles, du papier aluminium, de la paille de fer, une loupe même, du papier, du coton, du démaquillant, des serviettes hygiéniques, des vieux chiffons ou des serpentins anti-moustiques même. Il vous faudra quand même faire quelques sorties pour trouver du bois, des vieilles planches et des palettes pour alimenter votre feu, plutôt que de démonter vos lits et vous priver du peu de confort qui restera à votre disposition. Tout dépend bien sûr du niveau d'alerte et d'urgence, de la possibilité de sortie suivant les échelles de probabilité et de gravité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faites également attention à l'endroit où vous ferez votre feu chez vous. L'idéal étant bien sûr une cheminée, ça devient vite plus compliqué en appartement et surtout si vous n'avez pas de poêle à charbon ou à granulés. Disposez votre feu sous une fenêtre entrouverte dans la pièce la plus aérée et faites très attention au dégagement de fumée toxique. En ce qui concerne le sanitaire, donc je pense qu'en ces périodes festives, vous avez tous des gels désinfectants pour les mains. L'eau, on en a parlé plus haut, et un bidon d'eau de javel, ça c'est un bon début. Apprenez la façon de garder vos ustensiles, votre eau et vos mains toujours propres, loin des bactéries. Faites bouillir de l'eau, utilisez du savon pour vous laver les mains et désinfectez les ustensiles. Un seau d'eau et des tablettes de lessive aussi vous permettraient de faire des lessives rapidement et facilement. Chapitre communication. Avant que la catastrophe n'arrive, établissez un plan de rencontre avec les voisins par exemple. Mémorisez où se trouvent vos maisons, vos lieux de travail et vos numéros de téléphone. Apprenez à vous signaler à l'aide d'un miroir et choisissez un signal de détresse visuel facilement repérable et si possible de loin. Pour les premiers secours, je reviendrai dans des prochaines vidéos sur le contenu des kits de premiers secours et la façon de les utiliser. Mais déjà, voilà, un premier kit de premiers secours et des connaissances basiques sont très utiles, même s'il n'y a pas forcément de danger. Mais en cas d'urgence, ils sont souvent très sollicités et indispensables. Avec les bases, sachez que vous pouvez répondre à environ 90% des situations qui ont recours à des soins. Important à avoir aussi sur vous, une clé USB avec vos papiers importants, papier d'assurance, la liste de vos biens si vous devez quitter le domicile, carte d'identité bien sûr, livret de famille, et information bancaire aussi, ça peut être pas mal.
Gardez une trace de votre préparation à une situation d'urgence avec des feuilles d'inventaire. Elles vous aideront à éviter de faire des achats en double, de voir ce que vous avez utilisé, de vous alerter sur la rotation des stocks et vous rappeler où vous avez tout stocké dans la maison. En cas d'évacuation, si vous n'avez pas le choix, établissez un plan d'évacuation pour votre famille à l'avance et répétez-le avant de vous retrouver en situation d'urgence. C'est préférable. Notez toutes les étapes importantes afin de ne rien oublier dans la panique, comme de couper le disjoncteur EDF, le gaz ou les arrivées d'eau. C'est important ça. Prévoyez aussi de préparer des plans à différentes échelles de votre quartier, de votre ville par exemple, comme cela avec les chemins d'accès et d'évacuation de votre domicile et les points importants que vous pourrez trouver sur votre route, des points d'eau, des points carburant si vous pouvez partir en véhicule, les quartiers à éviter aussi, ça peut être bien à mettre. Voilà, donc je vous ai pas parlé de votre bug out bag qui doit être toujours prêt et que vous pouvez attraper rapidement en cas d'urgence. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la préparation et le contenu de ce sac d'évacuation. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Laissez-moi vos commentaires et rejoignez CPS sur Facebook pour plus de contenu.